Le diabète est un trouble de l'assimilation, de l'utilisation et du stockage des sucres apportés par l'alimentation. Cela se traduit par un taux de glucose dans le sang, encore appelé glycémie élevée. On parle d'hyperglycémie. Les aliments sont composés de lipides, protides et glucides. Ce sont eux qui fournissent l'essentiel de l'énergie dont a besoin le corps pour fonctionner, qui passe dans l'intestin, puis rejoignent la circulation sanguine. Quand on mange, le taux de sucre dans le sang augmente. Les glucides sont alors transformés essentiellement en glucose. Le pancréas détecte l'augmentation de la glycémie. Les cellules bêta de celui-ci, regroupées en amas, appelées îlots de Langerhans, secrètent de l'insuline. Celle-ci permet au glucose de pénétrer dans les cellules des muscles, des tissus adipeux, ainsi que dans le foie, où il va pouvoir être transformé et stocké. Ainsi, la glycémie peut augmenter légèrement, puis revenir à un taux normal, et le glucose être converti en réserve et en énergie. Chez les personnes atteintes de diabète, ce système ne fonctionne pas. Par un dosage de la glycémie pratiquée en laboratoire. Un diabète est avéré lorsque la glycémie à jeun est égale ou supérieure à 1,26 g par litre à 2 reprises ou à n'importe quel moment de la journée égale ou supérieure à 2 g par litre. Oui, on distingue principalement deux types de diabète. Le diabète de type 1 qui touche 10% des diabétiques, le diabète de type 2 qui en touche 85%, les autres types de diabète concernent les 5% restants. Anciennement appelé diabète insulinodépendant et habituellement découvert chez les personnes jeunes, enfants, adolescents ou jeunes adultes, les symptômes sont soif intense, urine abondante, amaigrissement rapide. L'organisme ne reconnaît plus les cellules bêta du pancréas et les détruit. On dit que le diabète de type 1 est une maladie auto-immune. Le glucose ne pouvant entrer dans les cellules retourne dans le sang. Le taux de glucose dans celui-ci s'élève. On ignore pourquoi cette destruction des îlots de Langerhans se produit chez certains et pas chez d'autres. Il existe une prédisposition génétique, mais les autres causes sont mal connues. L'environnement pourrait avoir également un rôle. Le corps ne fabriquant plus du tout d'insuline, l'unique traitement actuel est l'apport de celle-ci, soit sous forme d'injection, avec une seringue ou un stylo, soit avec une pompe, appareil portable ou implantable, destiné à administrer l'insuline en continu. Ce diabète apparaît généralement chez les personnes de plus de 40 ans. Cependant, les premiers cas d'adolescents et de jeunes adultes touchés apparaissent en France. Le surpoids, l'obésité et le manque d'activité physique en sont la cause chez les personnes génétiquement prédisposées. Sournois et indolore, le développement du diabète de type 2 peut passer longtemps inaperçu. On estime qu'il s'écoule en moyenne 5 à 10 ans entre l'apparition des premières hyperglycémies et le diagnostic. Dans ce diabète, autrefois appelé non insulinodépendant, le processus est différent de celui du type 1. Deux anomalies sont responsables de l'hyperglycémie. Soit le pancréas fabrique toujours de l'insuline, mais pas assez par rapport à la glycémie, c'est l'insulinopénie, soit l'insuline agit mal et on parle d'insulinorésistance. Elle ne peut plus réguler la glycémie et cette résistance épuise progressivement le pancréas qui finit par ne plus assurer une production suffisante. Il n'existe pas une cause précise, mais un ensemble de facteurs favorisants. Une origine génétique, des antécédents de diabète du même type sont souvent présents dans la famille, des facteurs environnementaux, une alimentation déséquilibrée, un manque d'activité physique responsable du surpoids. Il est traité dans un premier temps par des mesures hygiéno-diététiques, c'est-à-dire une alimentation équilibrée et de l'activité physique. Puis on a rapidement recours à des traitements antidiabétiques oraux ou injectables. Leur efficacité n'est optimale que s'ils sont associés à une alimentation équilibrée et à une activité physique régulière. Le
Le diabète de type 2 est une maladie évolutive. Après l'augmentation progressive des antidiabétiques, des injections d'insuline seront proposées aux patients lorsque la carence en insuline sera trop importante. Le but du traitement dans les deux diabètes est de normaliser la glycémie. Les hyperglycémies répétées et prolongées entraînent à long terme une altération des nerfs et des vaisseaux sanguins présents dans tout le corps. Ce sont les complications du diabète, qui peuvent se traduire par une cécité, des atteintes des pieds pouvant conduire à des amputations, des infarctus et des accidents vasculaires cérébraux, des troubles de l'érection ou une insuffisance rénale. Bonjour à tous. Comme vous venez de l'entendre, là, le diabète est une maladie qui toucherait plusieurs millions de personnes dans le monde. Cette maladie se caractérise par un dérèglement au niveau de la régularisation du taux de sucre dans le sang. Il existe deux types de diabète. Le type 1 étant le plus grave car le pancréas ne produit plus d'insuline. Insuline qui réduit le taux de sucre dans le sang, bien entendu. Donc le diabétique de type 1 sera obligé de s'injecter régulièrement des doses d'insuline pour réguler son taux de sucre dans le sang. Le diabète le plus répandu, c'est le type 2. Celui-ci se manifeste sur des sujets obèses. Dans ce cas, le pancréas continue de fabriquer de l'insuline, mais en petite quantité. Le traitement, dans ce cas, se fera à base de médicaments. En règle générale, les médecins prescrivent aux diabétiques de type 2 de la metformine. Or, il existerait un extrait de plante naturelle qui posséderait les mêmes caractéristiques thérapeutiques que le metformine. C'est la berbérine, dont vous voyez l'image là. La Berberie vulgaris pourrait devenir une alternative non médicamenteuse contre le diabète de type 2. Le diabète est l'un des pires fléaux médicaux actuels, vous le savez. Et le fait que personne ne parle de la berbérine, cet extrait de plante, montre que quelque chose ne tourne pas rond dans notre système de santé. Comme vous le savez, ce qui ne tourne pas rond, c'est surtout les lobbies de l'industrie pharmaceutique qui bloquent toute médecine alternative. Et cela pour pouvoir garder ces profits qui s'élèvent désormais, qui se chiffrent en milliards et milliards de dollars ou d'euros. La berbérine faisait déjà l'objet d'une vénération en médecine traditionnelle chinoise et indienne depuis des millénaires. Puisque nous savons que la médecine chinoise utilise de nombreuses plantes encore méconnues de la médecine occidentale, des plantes qui ont des vertus thérapeutiques contre certaines maladies. Pour l'instant, on n'en découvre que quelques-unes. Parmi elles, nous avons la Berberis vulgaris, la dite berbérine, encore nommée épine vinette. Elle contiendrait dans ses baies un alcaloïde, un végétal puissant. La berbérine, cette substance existerait aussi dans d'autres plantes. Je vous cite les noms, mais c'est un peu compliqué. Coptis chinensis, Berberis aquifolium, et Aristata, Hydrastis canadensis. Oui, c'est des mots, ça c'est des plantes où on retrouve cette substance, la berbérine. Elle serait utilisée depuis plus de 2500 ans dans les médecines chinoises pour ses propriétés immunostimulantes, antifongiques, antibactériennes, et surtout pour ses capacités à calmer les troubles intestinaux, et notamment les diarrhées d'origine bactérienne, les parasites intestinaux, les infections fongiques, les levures et probablement les souches résistantes de staphylocoque doré. Mais depuis une décennie, les chercheurs lui porteraient un intérêt particulier, surtout depuis qu'ils l'ont découvert, pour ses effets spectaculaires sur certaines maladies comme le diabète de type 2. La berbérine, qui est issue de l'arbuste Berberis vulgaris, communément appelée épine vinette, fait partie des substances peu connues du grand public occidental. Pourtant, elle est en passe de devenir le nouveau produit contre le vieillissement et le diabète. Puisqu'en améliorant la sensibilité à l'insuline et en facilitant le transport du glucose dans les cellules, elle permettrait à l'organisme de mieux utiliser à la fois le glucose et l'insuline, et ainsi d'abaisser la glycémie. La glycémie, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le taux de sucre qui circule dans le sang. Parce que pour les diabétiques, vous pouvez être en hyperglycémie, c'est-à-dire que vous pouvez avoir trop de sucre dans le sang, ou en hypoglycémie, c'est-à-dire vous n'avez pas assez de sang vous n'avez pas assez de sucre dans le sang. En général, en règle générale,
l'hypoglycémie conduit le sujet à avoir des malaises, voire à tomber, j'allais dire, dans les pommes carrément, puisqu'il n'a plus assez d'énergie. Donc un diabétique qui s'écroule, il faut tout de suite lui ramener un sucre ou quelque chose de sucré pour remettre du sucre, de la glycémie dans son sang afin que ça puisse recirculer normalement. Bah, la berbérine, c'est un puissant alcaloïde, hein, comme je viens de le dire, végétal, hein, qui jouerait un rôle dans l'activation d'une enzyme clé du métabolisme, hein. C'est surtout cette enzyme qui est importante, hein. Cette enzyme, c'est l'AMPK, ce qui veut dire adénosine monophosphate activated protéine kinase. Cette enzyme cellulaire contrôlerait la manière dont votre corps produirait et utiliserait l'énergie. Et ainsi, si les niveaux de l'organisme à l'AMPK sont déséquilibrés, cela peut affecter la façon dont votre corps régulerait le taux de cholestérol, hein, la pression artérielle et celui de la glycémie. Son mécanisme d'action relève de la régulation de l'AMPK, hein. Et cette molécule, c'est une enzyme assez importante pour l'organisme, hein, puisqu'elle participe à la normalisation du métabolisme énergétique, hein, ainsi qu'à la régulation de la prise alimentaire et de la sensibilité des tissus. Ben, elle jouerait en fait un rôle clé dans certaines pathologies métaboliques, hein, comme le diabète, hein, l'insulino-résistant, hein, l'obésité ou les complications liées au diabète, hein, parce que le diabète de type 2 est souvent obtenu par des gens, du moins, il est contracté par des gens obèses, hein. La berbérine se caractérise comme un activateur de l'AMPK. L'AMPK, bon, c'est cette fameuse enzyme, hein, dont j'ai parlé. L'AMPK est un système d'intercommunication qui détecte le besoin d'énergie et transmet ce besoin d'énergie aux cellules. Ben, il agit comme une jauge de carburant en surveillant les niveaux d'énergie cellulaire. L'activation de l'AMPK est bien connue pour augmenter la sensibilité à l'insuline. C'est ça qui est intéressant. Et de nombreux rapports cliniques sur l'action hypoglycémiante de la berbérine, hein. Pour ceux qui comprennent, hypoglycémiante, c'est-à-dire qui réduit le taux de sucre dans le sang, hein. De nombreux rapports cliniques sur cette action hypoglycémiante de la berbérine peuvent être trouvés dans la médecine chinoise. La berbérine aurait une activité comparable à la metformine, ce fameux médicament qu'on donne aux diabétiques de type 2, dans la réduction de la glycémie. Oui, le metformine réduit le taux de sucre dans le sang, donc la berbérine ferait la même chose. Alors que la berbérine, c'est un extrait de plante naturelle, alors que le metformine, c'est un médicament qui a été synthétisé en laboratoire, hein, c'est une molécule, hein. Jusqu'à présent, la berbérine avait été testée uniquement en essai clinique, hein, et une étude scientifique aurait confirmé que l'administration de berbérine, c'est-à-dire 500 mg au début de chaque repas, réduirait la glycémie à jeun. La glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang. Et celle de la glycémie postprandiale. Postprandiale, c'est lorsque vous avez mangé. Et dans les essais cliniques, seuls des problèmes gastro-intestinaux mineurs, tels que la constipation, les flatulences et la diarrhée, auraient été observés comme effets secondaires de la berbérine, hein. Oui, elle a des effets secondaires aussi, hein. Donc il ne faut pas l'ignorer, hein. Ceux qui comptent en prendre, vous risquez d'avoir de la constipation, hein, des flatulences et de la diarrhée, hein. La berbérine n'a pas de toxicité sur le foie ou les reins à la dose administrée dans les études dont je viens de parler, hein, 500 mg au début de chaque repas. Des études importantes seront encore en cours, hein, pour valider ces précédentes recherches, oui, parce que là on est sur les recherches de la berbérine. Mais bon, je pense, hein, que si les laboratoires se penchent sur la berbérine, bah, ils sont capables d'en extraire la molécule et de la remettre en vente dans les pharmacies. Oui, ça va devenir comme le metformine par la suite, hein, donc, parce que pour l'instant, la berbérine ne coûte pas cher. Mais lorsque les laboratoires vont s'en emparer, surtout découvrir cette molécule, surtout cette enzyme AMPK, ils vont la synthétiser et la mettre en vente à la place du metformine. Donc c'est pour ça qu'actuellement, certains laboratoires font des études sur la berbérine. Parce que pour eux, ils veulent en faire un autre médicament.
Alors qu'en réalité, ce médicament ne coûte pas cher actuellement, mais lorsque les laboratoires vont synthétiser la molécule qui permet de réduire le taux de glycémie dans le sang, eh ben, le prix va monter comme celui du metformine. C'est pour cette raison qu'actuellement, la berbérine ne coûte pas très très cher, parce que les laboratoires n'ont pas encore réussi à synthétiser la molécule qui stimule cette enzyme qu'on appelle la AMPK. Bon, quelle est l'efficacité de la berbérine? Les propriétés de la berbérine permettent de la rapprocher de la metformine, comme je viens de le dire, hein. Substance très largement utilisée en pharmacie pour le traitement du diabète de type 2 et surtout du surpoids lié au métabolisme du glucose. Oui, parce que certaines personnes ont commencé à prendre du metformine pour maigrir, parce que le metformine permettra aussi de faire maigrir les gens. Oui, c'est un médicament qu'on donne aux diabétiques, mais bon, on a compris que certains ont vite découvert qu'il permettait de maigrir. Donc les gens obèses ont tendance à prendre du metformine, mais bon, il faut faire très attention à cela. Parce que vous pouvez dérégler votre taux de sucre dans le sang, et à votre taux, vous pouvez vous pouvez contracter du diabète. Donc il faut faire très attention lorsque vous prenez trop de metformine. La berbérine s'est révélée particulièrement efficace pour activer la MPK. Oui, c'est ce que je viens de dire, hein. C'est la fameuse enzyme qui régulerait le taux de glucose dans le sang. Disponible en complément alimentaire, la berbérine est proposée sous la forme de comprimés de 500 mg. D'après les recherches effectuées sur la berbérine, la dose moyenne recommandée varierait de 1000 à 1500 mg par jour, répartie en 2 ou 3 prises avant les 3 repas principaux. Pour ressentir pleinement ses effets, il est souhaitable d'effectuer un traitement de 3 mois minimum, puisque son action optimale s'observe qu'à partir de 2 semaines, et de prise régulière bien entendu. Mis à part pour quelques utilisateurs ayant noté une légère constipation temporaire, au tout début du traitement, la berbérine est dénuée d'effets secondaires. À part, comme je l'ai dit tout à l'heure, une petite constipation et un peu de diarrhée. Bah, cette plante, comme j'ai dit, pour l'instant fait trembler l'industrie pharmaceutique. Mais bon, par exemple, vous avez un certain Julien Venson, lui a récemment titré à la une de son journal que la berbérine est la plante contre le diabète qui ferait trembler l'industrie pharmaceutique. Pour lui, si la nouvelle se répandait, cela pourrait signer la perte de milliards d'euros de bénéfices pour l'industrie pharmaceutique, et même la pousser à une situation proche de la faillite, tant la berbérine a d'avantages par rapport à la metformine, le premier médicament vendu contre le diabète de type 2. C'est pourquoi, selon lui, un étonnant silence plaindrait autour des dernières données scientifiques sur les effets secondaires dangereux de la metformine. Oui, parce que la metformine, il y aurait, d'après certaines informations, des effets secondaires. Le but est d'éviter d'en parler afin que le public s'aperçoive le plus tard possible des avantages de la berbérine. Pourquoi l'industrie pharmaceutique ne parle pas beaucoup de la berbérine? Parce que, comme je viens de vous le dire, actuellement, ils feraient des recherches pour essayer d'isoler la fameuse molécule qui stimulerait cette enzyme, la MPK. Il travaille dessus pour synthétiser cette molécule et en faire un médicament. Donc, lorsque ces laboratoires pharmaceutiques développeront ce médicament à base de berbérine, eh ben, ça deviendra un médicament comme le metformine. Ils y appliqueront un prix qui ne sera pas très éloigné de la metformine. Alors qu'actuellement, la berbérine ne coûte pratiquement rien. C'est pour cette raison qu'il y a une censure incroyable autour de la berbérine actuellement. Cette censure est bien entendu stimulée par l'industrie pharmaceutique. Elle exerce parce que à travers son lobbying, elle exerce un contrôle sur l'information, et cela sur un niveau mondial. Puisque dans chaque pays, vous avez les laboratoires pharmaceutiques des différents pays exercent une influence sur leur gouvernement assez importante. Bon, je ne parle pas de la France. La France est devenue une dictature depuis. C'est devenu une dictature. L'ordre des médecins, c'est devenu l'ordre des inquisiteurs dans notre pays. Parce que pour ceux qui suivent mes vidéos, vous avez remarqué le nombre de chercheurs qui ont découvert des remèdes anti-cancer, le nombre de chercheurs qui ont été réprimés par l'inquisition médicale de notre pays, c'est incroyable. Et cela avec la complaisance de notre gouvernement.
Ben voilà, hein, je vous ai fait cette petite vidéo pour vous parler de la berbérine, hein. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit, lorsque les laboratoires pharmaceutiques vont commencer à travailler sur la berbérine, ça deviendra un médicament comme un autre. Actuellement, la berbérine ne coûte rien, hein. Vous pouvez même acheter carrément de la berbérine en gélule sur la toile internet. Mais bon, lorsque les laboratoires pharmaceutiques vont commencer à la vendre, toute vente de ce produit sur internet sera interdite. Donc les sites qui le vendront seront vite mis hors d'état de nuire. Là, je vous parle du futur, hein, parce que actuellement, les laboratoires sont en train de faire des recherches sur la berbérine. Ils font des études. Et ça, bon, ils vont pas vous en parler, parce que eux, si on commence à parler de la berbérine actuellement, vous allez bondir sur la berbérine et les laboratoires ne pourront plus synthétiser la molécule. Parce que comme vous l'achetez à bas prix, vous ne comprendrez pas pourquoi maintenant, à cause des laboratoires pharmaceutiques, on va devoir payer 20, 30 ou 40 euros pour acheter un paquet de gélules de berbérine. Bon là, je vais vous faire montrer une petite vidéo pour que vous connaissiez, pour que vous sachiez quels sont les principaux symptômes du diabète. Ici c'est Pierre et aujourd'hui je vais faire une nouvelle vidéo. Il y a à peu près un tiers des personnes qui vivent aujourd'hui avec le diabète sans même le savoir. Ça fait quand même 1 million de personnes rien qu'en France. Et plus d'un Français sur 4 est prédiabétique. Ce qui signifie que s'il ne change pas ses habitudes pour mener une vie plus saine, il va développer un diabète. Et j'ai pas envie que ça vous arrive à vous qui regardez cette vidéo. Donc s'il vous plaît, faites attention à ce que vous mangez. Et pour savoir si vous êtes diabétique ou non, je vais vous donner maintenant les 10 signes révélateurs du diabète. Le 10e, c'est la soif et les envies fréquentes d'uriner. Quand le diabète se développe, le niveau de sucre dans le sang augmente et les reins essayent d'évacuer ce surplus dans l'urine. Et comme on va aux toilettes plus souvent, cela entraîne une déshydratation de l'organisme et on a soif. Le 9e signe, c'est la sensation d'avoir toujours faim. Votre corps a besoin d'insuline pour donner l'énergie à vos cellules, sous forme de glucose. Mais en cas de diabète, ce processus ne fonctionne pas correctement et votre corps ne peut pas stocker l'énergie dans vos cellules. Les cellules manquent alors régulièrement d'énergie pour accomplir leurs fonctions vitales, que ce soit les cellules du cerveau, les différents organes ou des muscles. Vous avez alors toujours faim, car le corps a besoin de plus de glucose pour fonctionner. Le 8e signe, c'est d'être toujours fatigué. Et ce, exactement pour la même raison que je viens d'évoquer. Le corps n'arrive pas à utiliser correctement le glucose présent dans le sang et manque donc d'énergie pour fonctionner, ce qui crée une sensation constante de fatigue. Le 7e signe, c'est une perte de poids inattendue. Et je sais très bien que certains d'entre vous font des régimes et n'auraient rien contre perdre quelques kilos en trop. Mais croyez-moi, ce n'est pas du tout comme ça que vous voulez maigrir, en attrapant une maladie qui menace même votre survie. À quoi est due cette perte de poids ? Eh bien, quand le corps évacue tout le glucose dans l'urine, au lieu de la transformer en énergie dans les cellules, ce sont des calories qui ne sont pas utilisées par l'organisme. Et au final, tout se passe comme si ces calories, on ne les avait jamais mangées. Et on perd donc du poids. Le 6e signe, c'est l'engourdissement des membres, et en particulier des pieds. Ce phénomène est appelé la neuropathie diabétique. Ce sont des sensations très désagréables de picotement et d'engourdissement dans les mains ou les pieds. Cela est dû aux dommages créés par le diabète sur les nerfs. Ce qui se passe, c'est que le taux de sucre dans le sang est régulièrement trop élevé. Et cela entraîne la destruction de la myéline qui entoure les nerfs. À terme, on peut même perdre toute sensibilité au niveau des pieds, mais la neuropathie peut aussi atteindre le système digestif ou le système cardiovasculaire. Signe numéro 5, la vision qui devient floue. Le diabète peut être responsable de plusieurs problèmes visuels. L'excès de sucre dans le sang fait épaissir et durcir les vaisseaux sanguins qui irriguent l'œil et qui ne peuvent plus accomplir leur travail correctement. Signe numéro 4, la cicatrisation est ralentie. Selon une étude scientifique, les récepteurs qui détectent les infections sont altérés par l'excès de glucose dans le sang. Le travail du système immunitaire est alors fortement ralenti en cas de diabète. Les globules blancs sont moins efficaces et la cicatrisation devient plus lente. Numéro 3, les infections fréquentes. Et là, c'est toujours pareil. S'il y a trop de glucose dans le sang, le système immunitaire est ralenti, les infections sont donc plus fréquentes et plus graves. Numéro 2, la peau sèche et les démangeaisons. On sait bien que notre corps est composé de plus de 60% d'eau. Mais en cas de diabète, les urines fréquentes déshydratent littéralement le corps qui devient trop sec. Cela se ressent en particulier au niveau de la peau qui devient trop sèche et donne parfois envie de se gratter. Et le signe numéro 1, c'est l'irritabilité. Et c'est un peu une conséquence de tous les autres signes.